Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Vous qui nous suivez des États-Unis, des Paris et de l'Afrique du Sud, merci pour votre attention. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons M. Paul Kanakana, qui est le président du syndicat Transparence, excusez-moi, et Justice sociale, je ne sais pas si je me trompe. Êtes-vous d'avis avec les syndicalistes qui soutiennent les grèves de la financière d'une part et d'autre part les syndicalistes qui soutiennent les arrêts des agents de la DGDA? Oui, aller en grève, c'est pratiquement un droit légitime, aussi légal. Je dirais encore plus conventionnel, parce que les conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, prévoient le droit de grève. La constitution de notre pays prévoit le droit et la liberté de grève. C'est un droit pour les travailleurs, de manière à manifester pour leurs droits et intérêts, qu'ils soient pécuniaires, administratifs ou autres. La situation particulière en République démocratique du Congo, c'est que les agents de l'État sont pratiquement paupérisés, je dirais plus précarisés, étant donné qu'ils ont déjà des rémunérations modiques, et lesquelles rémunérations modiques sont érodées par des inflations, des dévaluations continues de la monnaie nationale, et aussi par des retenues au-delà des moyens des agents. Je parle ici particulièrement de la retenue sur l'IPR qui pratiquement doit être revue ou allégée. Voilà plusieurs problèmes qui font que les agents par-ci et par-là vont en grève de manière à ce qu'ils puissent réclamer de leur gouvernement de meilleures conditions de travail, les augmentations de rémunération, de manière à ce que le gouvernement tienne compte du pouvoir d'achat du travailleur, du pouvoir d'achat du salarié. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays où les salariés, les travailleurs n'ont presque rien comme revenu et pratiquement est assimilé aux chômeurs. Donc, les gens qui travaillent ont le droit d'avoir des salaires, d'être décemment payés, et la constitution de notre pays dit même que nous devons, tout travailleur, être payé de manière équitable. Or, cette équité n'existait pas en République démocratique du Congo. Quand on voit les salaires des politiciens, on les compare aux salaires des agents des carrières et services publics de l'État, nous trouvons que l'écart est tellement énorme que je ne comprends rien quelle tension salariale nous appliquons dans notre pays. Parce que vous avez des gens, il y a des images, il y a des documents qui ont fuité où certains touchent 32 millions de francs congolais parce qu'ils sont dans la haute institution du pays, et d'autres parce qu'ils sont agents de l'État, donc 60, 70 dollars par mois. Donc, ce sont des écarts énormes qui sont même inconstitutionnels par rapport à notre constitution, parce que notre constitution parle de l'équité dans la rémunération. Oui, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution pour qu'on puisse assister à ces gens? Il y a plusieurs solutions et plusieurs pistes de solutions. Et nous les proposons toujours au gouvernement. Et la première des solutions, c'est que le gouvernement puisse appliquer les accords que nous avons toujours signés avec le gouvernement. Depuis les élections de 2013 à ce jour, nous avons signé 3 accords. Gouvernement, bon syndicat. Lesquels accords ne sont pas appliqués par la partie gouvernementale. Notamment en matière de rémunération. À ce jour, les huissiers congolais dans l'administration devraient avoir pour salaire de base 150 dollars. Oui, vous me direz 150 dollars, c'est rien. Mais parce qu'allant de 50 dollars, ne fût-ce que 150 dollars, serait déjà quelque chose. Et il devra avoir en 2021 200 dollars de salaire de base, de manière à ce qu'il puisse quand même arriver, tant soit peu, à nouer les 2 bouts de mois. Mais malheureusement que le gouvernement n'arrive pas à appliquer, ne fût-ce que ce que nous avons signé. Et aussi les conditions de travail des agents de l'État. Il y a beaucoup de choses à dire. Quelqu'un qui va travailler dans un service, il doit être dans de bonnes conditions hygiéniques. Il doit être dans de bonnes dispositions de travail. Il doit avoir l'outil du travail. Vous allez dans plusieurs de nos organisations, dans plusieurs de nos services, nous manquons même les outils de travail. Vous avez des services où vous manquez même des ordinateurs. Mais
c'est le plus simple des choses qu'on puisse avoir dans tous les services. Alors, j'estime qu'il faut des réformes profondes. C'est pourquoi notre syndicat, nous soutenons la réforme de l'administration publique et nous soutenons la réforme des finances publiques. Cependant, ces deux réformes doivent être arrimées de manière à ce que le budget de l'État, qui part du budget des moyens, nous puissions muter vers le budget programme. Et de manière à ce qu'on puisse privilégier désormais la compétence, l'objectivité et l'intégrité de l'agent. Et que dans le recrutement de l'agent public de l'État, qu'on respecte la loi. Donc c'est ça, ce sont des réformes que vous voulez qu'on puisse tenir compte de la compétence, de tout ce que vous avez cité là. Bien sûr. Vous faites allusion à ça quand vous dites réforme. Oui, quand nous disons réforme, c'est sur base d'un diagnostic qui a été fait il y a plus de 5 ans. Le diagnostic, c'est quoi? C'est que l'administration publique est pléthorique. C'est que les agents publics de l'État ne travaillent pas comme il se doit. Les agents publics de l'État sont mal payés. La corruption bat son plein. Les antivaleurs battent leur plein. Mais nous devons aller vers une administration d'objectivité, une administration d'intégrité, où l'agent public de l'État sait qu'il est responsable, il doit être intègre, il doit refuser la corruption, il doit pratiquement rester dans l'objectivité, il doit être neutre par rapport aux politiciens, impartial par rapport aux politiciens, et que quelqu'un qui veut être dans l'administration, travailler dans l'administration, il doit passer par le concours, il doit être recruté de manière méritoire et objective, et à ce moment-là, on peut se rassurer de compétences. On ne peut pas continuer avec une administration où les gens recrutent les membres des familles, comme ils le peuvent, comme ils le veulent, en toute subjectivité, sans tenir compte des compétences, sans tenir compte de quelques critères que ce soit. Donc, l'administration de l'État, on doit tenir compte des critères, des compétences et des profils des gens. Et on doit rationaliser pratiquement le travail dans l'administration. On doit automatiser même le travail dans l'administration. Parce que nous avons de nouvelles technologies aujourd'hui, nous devons les utiliser. Nous ne les utilisons pas en République démocratique du Congo. Nous devons pleinement utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement se plaint beaucoup de manque de moyens. Mais nous nous disons, est-ce que de notre part, nous Congolais, ce n'est pas de la turpitude pour nous quand nous disons manque de moyens, alors que nous avons des moyens que nous ne savons pas mobiliser. Les moyens, il y en a. Les recettes, on peut les mobiliser, les avoir. Mais le problème, c'est l'organisation. Le problème, c'est de pouvoir mettre fin à la corruption. Le problème, c'est implémenter la transparence à tous les niveaux. De manière à ce que ce qui est dû à l'État entre dans le trésor public et que le trésor public soit renfloué. Et avez-vous trouvé gain de cause par rapport aux réclamations que vous avez initiées dernièrement sur les salaires des fonctionnaires ne correspondaient pas au taux de dollars? Avez-vous? Ah oui, vous avez raison, parce que nous avons réclamé les fonctionnaires, disons-le nous, depuis octobre 2019, les agents de l'État, pas seulement les agents de l'administration publique, mais tous les agents des services publics de l'État ont perdu près de 40% de leurs revenus. Comment? Parce qu'il y a eu une dépréciation continuelle, quotidienne même, du franc congolais par rapport à la devise dollar que nous utilisons, qui est une devise de référence dans notre pays. Et cette dépréciation, nous l'avons vécue, nous continuons à les vivre jusqu'à présent, à tel point que les agents ont perdu plus de 25% de leur rémunération. Couplé à cela, la retenue de l'IPER qui a été faite de manière, je le dirais, irrégulière. Irrégulière parce que ça n'a pas respecté les statuts de l'agent public de l'État. On devrait en principe régulariser cette situation de l'IPER par un décret du Premier ministre, comme le dit la loi. Et on devrait fixer le tranche de paiement de manière à ce que ça soit soutenable par la rémunération de l'agent public de l'État. Mais le tranche tel que ça a été fixé de manière forfaitaire à 15%, que tout le monde devrait payer 15% de ces rémunérations, nous pensons que c'était un peu exagéré. Donc il y a lieu d'alléger. Mais à ce sujet, nous avons été entendus parce que le gouvernement a fourni quelques efforts pour chercher à maîtriser
la valeur de la monnaie, mais il faut que ce soit des efforts continus, parce que nous avons la crainte que nous puissions prévenir encore à cette dévaluation quotidienne qui pratiquement va éroder tous les revenus des agents. Mais du point de vue de l'allègement de l'IPER, nous n'avons pas encore été écoutés. Donc nous sommes en plaidoyer présentement, un plaidoyer que nous allons introduire au Parlement pour que les parlementaires et qui sont autorités budgétaires, par la loi des finances 2021, ils puissent alléger l'IPER de manière à ce que ce soit soutenable par les revenus des agents de l'État. Nous avons assisté aux différents aujourd'hui d'abord à la région financière et puis à la Banque centrale. Quelles sont vos réactions en tant qu'élu? Bon, écoutez, nous avons toujours lutté contre la fraude. C'est ça même l'essence de la dénomination de notre syndicat, transparence et justice sociale. C'est pour rechercher la transparence dans la gestion des biens de l'État. Il faut qu'on ait des audits au niveau de toutes les institutions. Ceux qui s'hasardent à mettre la main dans la caisse de l'État pour des objectifs inavoués, qui s'hasardent à détourner, à voler les fonds publics de l'État, doivent être punis. Donc on doit mettre fin à l'impunité. Nous sommes, nous, d'accord avec les audits et nous sommes d'accord avec les sanctions, que ce soit négatives ou positives, pour que les choses changent dans notre pays. Les gens qui volent, les placent à la prison. Ce n'est pas dans les arrestations. Donc pour nous, il est de bonne loi que le gouvernement et les cours et tribunaux puissent poursuivre tous les voleurs et traquer tous ceux qui mettent leurs mains dans la caisse de l'État. Parce que rassurez-vous madame, quand quelqu'un, dans ce pays on parle toujours de vol des millions de dollars. Ailleurs, je ne vois pas cette situation où les gens volent des millions de dollars impunément comme ça. Quand quelqu'un vole 1 million de dollars, est-ce qu'il se rend compte que cet argent, 1 million de dollars, peut servir à sauver plus de 1000 vies humaines? Parce que nous sommes dans un pays où le système de santé est tel que les gens n'ont pas la facilité de pouvoir accéder aux soins de santé. Et l'État peut pallier à cela en prenant le plus démuni ou encore les indigents, en les prenant en charge. Et l'État peut les prendre en charge avec 1 million de dollars, il peut sauver plus de 1000 vies humaines, des gens qui peuvent mourir faute de soins. Mais vous un seul individu, vous arrivez à voler 1 million de dollars et on doit vous laisser impuni. Nous disons non. Il faut que tous ceux qui volent, tous ceux qui se font corrompre, tous ceux qui corrompent, tous ceux qui mettent leurs mains dans des histoires de la fraude, des évasions fiscales, des exonérations fantaisistes, ils doivent être sanctionnés. Et les gens aussi du bien doivent être sanctionnés dans le sens du bien. Je donne l'exemple. Les agents qui sont disposés à présenter les concours pour accéder dans des postes, des avancements à grade ou des recrutements dans l'administration, ils doivent être encouragés. Parce que là, ce sont des compétences qu'on décèle. Ils doivent être découragés ceux qui veulent accéder dans des fonctions publiques sans critères. Ceux-là, je peux dire, en d'autres termes, ce sont des bandits de l'administration qui, sans titre, sans critères, sans profil, veulent accéder dans des fonctions publiques alors que la loi ne l'autorise pas. Donc, la loi de notre pays est constamment violée, malheureusement même par les responsables. Nous devrons mettre fin à tous ces systèmes de choses. C'est une affaire politisée ou comment? Madame, l'administration, l'article 193 de notre Constitution dit ceci. L'administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Notre gros désarroi, c'est que ces secrétaires généraux, ça fait aujourd'hui 2 ans qu'ils ont présenté les concours. Et ceux qui avaient réussi en nombre utile ont été retenus. Ils ont été nommés sur ordonnance par le chef de l'État en 2018. Mais aujourd'hui, ces gens ne sont pas mis en fonction, sans raison. Et nous disons non. Ils sont dans leur droit d'exercer leurs fonctions conformément à l'article 87 de la loi 1603 du 15 juillet 2016 portant statut de l'agent public de l'État. Donc leur droit à exercer leurs fonctions, leur droit à être nommé et à exercer leurs fonctions est violé malheureusement par les responsables, par des responsables du pays.
Nous disons non. Les gens, vous avez la responsabilité étatique, vous devrez faire un effort pour que vous puissiez respecter la loi et que ceux qui accèdent à des fonctions publiques puissent y accéder conformément à la loi. Pensez-vous qu'il y a des gens qui tirent les ficelles? Assurément, assurément, parce que on ne peut pas politiser l'administration. Ceux qui pensent politiser l'administration, ce sont eux qui sont en train de tirer les ficelles. Ceux qui veulent tribaliser l'administration, ce sont eux qui sont en train de tirer des ficelles. Et même parmi les secrétaires généraux qui ont échoué, ceux qui ont eu 18%, 19%, 21%, ce sont eux aussi qui tirent des ficelles. Donc, qui, pour des raisons des affinités tribales, familiales et autres, sont en train de gêner l'action publique. Nous disons non, c'est une entrave à l'action publique de l'État. Parce que ce concours a été présenté dans le cadre de la réforme de l'administration publique, couplé ou arrimé à la réforme des finances publiques. Donc, enfreindre à des actions de l'État, enfreindre pratiquement à la mise en place de ces secrétaires généraux, nous pensons que c'est une entrave grave de la loi. Et vous, en tant que président d'un syndicat, avez-vous déjà entrepris des démarches pour avoir une solution par rapport à ça? Oui, la question des secrétaires généraux, tout comme la question d'autres agents qui ont aussi présenté le concours, je vous dirais qu'il n'y a pas de secrétaires généraux. Il y a les agents des structures standards de 12 ministères qui ont aussi présenté le concours, qui ont été retenus en ordre utile, mais qui, à ce jour, 4 ans durant, n'ont pas été affectés. Pourquoi? Pour la simple raison que les gens veulent affecter des gens qui n'ont pas présenté le concours de manière subjective par rapport à leurs intérêts. Mais nous disons non. Le Congo nous appartient à nous tous. Les gens doivent accéder à des fonctions publiques de manière méritoire. Et la meilleure façon de les sélectionner, c'est le concours, conformément à la loi. Et ceux qui réussissent au concours, qui sont retenus, doivent être affectés. Donc, les secrétaires généraux qui ont réussi au concours, qui ont été retenus, doivent être affectés. Les agents des structures standards qui ont réussi au concours doivent être affectés. Les agents dits JPO, jeunes professionnels, qui ont réussi au concours, doivent être affectés. Ainsi, on pourra faire avancer la nation. Et les matriculés qui n'ont pas encore été affectés, ni multipliés, qu'est-ce que vous en dites? La solution est simple, ma soeur. Pour les agents admis sous statut, donc qui ont obtenu des numéros matricules, ils sont pratiquement employés par l'État. Parce que quelqu'un qui a un numéro matricule de l'État, il est employé de l'État. Mais aussi, il faut, dans la limite des cadres organiques, des ministères ou des services publics de l'État, les affecter. Et pour bien les affecter, il y a une chose à faire, c'est la retraite. On doit s'organiser pour que les gens partent en retraite. Nous ne pouvons pas continuer avec une administration où nous avons de gens de 70 ans, 80 ans, 90 ans, qui sont toujours là dans l'administration. Ils sont fatigués, il faut les laisser se reposer. Quand faut-il se reposer? Quand on est dans le 3e âge, on mérite le repos. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes au 3e âge qu'on doit vous envoyer au mouroir, non. Ils doivent mériter un repos bien honoré, c'est-à-dire bien payé, comme ça se fait ailleurs. Dans d'autres pays, quand vous allez en retraite, vous êtes content de partir en retraite et l'État s'occupe sérieusement de vous. L'exemple du Cameroun, où il y a même un fonds pour les retraités. Un retraité, lorsqu'il a pris sa retraite, il est content de partir en retraite, il peut prendre du crédit dans ce fonds et faire son entreprise, encore faire sa ferme, faire une autre vie. C'est ce que nous voulons aussi pour notre pays. Donc il faut faire partir les gens à la retraite et les jeunes qui ont été recrutés, qui pratiquement ont obtenu des numéros matricules, il faut aussi les faire accéder à leurs fonctions conformément à la loi et par rapport aux cadres organiques. Oui, on est déjà à la fin de cette émission. Avez-vous un mot de la fin? Non, un mot de la fin, c'est simplement dire à nos politiciens d'aimer notre pays. Tous, nous devons aimer notre pays. Politiciens, administratifs, techniciens, patati patata. Si vraiment nous aimons notre pays, nous devons respecter les lois de notre pays. Les lois de notre pays ne sont pas faites seulement pour les fonctionnaires ou encore pour les petits peuples. C'est à la fois pour les fonctionnaires, le petit peuple, les politiciens et qui d'autre. Donc, aimons notre pays et faisons avancer notre pays. Notre lutte dans le cadre de notre syndicat Transparence et Justice sociale, c'est pour obtenir la bonne gouvernance de notre pays et obtenir la justice redistributive pour tous les Congolais. Voilà notre lutte.
Je dis merci à vous qui nous suivez de partout, de Paris, des États-Unis. Je dis merci à la maison Bishop, à la maison Global Security. Je dis merci à l'équipe technique. Merci, à la prochaine.